Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire notre conférence sur les compressions médulaires. Donc vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous ne comprenez pas quelque chose sur la page de chat, la fenêtre de conversation. Donc je vois qu'il y a des messages. Vous m'entendez bien, ça va? J'attends s'il y a très bien. Donc on peut commencer notre cours. Donc voilà, je suis docteur Amara Kourba, maître assistant en neurochirurgie. Aujourd'hui, on va faire notre cours sur les compressions médulaires. Les compressions médulaires représentent une urgence neurochirurgicale d'un point de vue diagnostique et thérapeutique parce qu'elles peuvent engager le pronostic vital et surtout le pronostic fonctionnel du patient. D'où l'intérêt d'une prise en charge rapide afin de ne pas hypothéquer les chances de guérison ou d'amélioration de la fonction motrice pour le patient. Donc, on va commencer par la définition. C'est quoi une compression médulaire? Une compression médulaire, c'est toute déformation de la moelle ayant pour conséquence une interruption des voies nerveuses ascendantes et ou descendantes dans le canal rachidien. Ça veut dire quoi? Donc, c'est tout obstacle qui va venir interrompre la libre circulation des influx nerveux. Les voies ascendantes, à savoir tout ce qui est sensibilité, et les voies descendantes, tout ce qui est motricité. Donc, toute interruption au niveau de ces voies-là va entraîner un déficit, qu'il soit sensitif ou moteur. Donc, ces lésions ou cette compression peut être réversible ou irréversible. Donc, selon le niveau de l'atteinte et la gravité de la lésion. Ici, vous avez un schéma qui vous montre un peu la somatisation des différents nerfs, donc les aires somatotopiques, et comment cheminent les nerfs et leur niveau au niveau de la moelle. Donc, vous voyez qu'au niveau cervical, il y a qui est en orange là, vous avez les dermatomes qui correspondent. Donc, au niveau du membre supérieur qui s'étendent, au niveau de la base du cou, après tout ce qui est thoracique qui s'étend au niveau de l'abdomen, et les derniers nerfs, les nerfs lombaires et les nerfs sacrés. Cela nous permet de... Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous permet de voir où se termine d'abord la moelle. Parce que dans le terme compression médulaire, donc ça veut dire qu'il y a une compression de la moelle. Donc, et pas des racines. Donc, une artère au niveau de la queue de cheval va nous entraîner une atteinte neurogène périphérique. Ça veut dire une atteinte périphérique et pas une atteinte centrale. Notre cours, c'est sur les atteintes centrales. Donc, la moelle se termine généralement au niveau de L1. L1, voire L2. Donc, ça dépend. Donc, tout ce qui est au-dessus, c'est une compression médulaire. Donc, après, il y a un petit rappel sur l'anatomie de la moelle. La moelle est entourée par une gaine ostéoligamentaire.
Cette gaine, elle est composée des corps vertébraux, des trous de conjugaison, des pédicules, des surfaces articulaires et les épineuses. Tout ça, c'est l'os. Après, il y a les ligaments interépineux, les ligaments intervertébrales communs antérieurs, postérieurs et antérieurs, et les disques vertébraux. Après, vous avez une deuxième couche qui est la dure mère, qui enveloppe la moelle. Toutes ces enveloppes ont pour but de protéger notre moelle qui se trouve à l'intérieur. À travers de la moelle va sortir les racines nerveuses à travers le trou de conjugaison. Ici, vous avez un schéma qui vous montre un peu les voies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, les voies de sensibilité et de motricité. Vous avez fait déjà ça en physiologie. Donc, vous avez la peau, de là par l'influx nerveux et les axones, à travers la moelle, le bulbe, le thalamus, et se terminent les zones de projection au niveau du cerveau. Donc, c'est les zones au niveau du sillon central en poste central. Aussi, il y a la motricité qui chemine pareil au niveau de la racine nerveuse, la moelle, le bulbe, elle ne passe pas au niveau du thalamus et se termine au niveau de la zone précentrale. Donc, le tableau clinique d'une compression médulaire, il est caractéristique et il est dominé par trois syndromes. Un syndrome rachidien, un syndrome lésionnel et un syndrome sous-lésionnel. Donc, le syndrome rachidien est fait de quoi? Il fait tout d'abord d'une raideur segmentaire du rachis, une déformation douloureuse en kyphose, en scoliose ou bien torticolis pour le niveau cervical et des douleurs provoquées par la pression des épineuses ou des muscles paravertébraux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un patient qui va être raide, qui ne va pas pouvoir bouger normalement dans les différents axes de mouvement du rachis. Le rachis peut bouger dans le sens antéro-postérieur, dans le sens médian latéral et des mouvements de rotation. Donc, toutes ces atteintes-là vont être perturbées. Il va y avoir une raideur. Cette raideur va entraîner une déformation. Donc, une attitude ontalgique qui va être, ça dépend, ou bien aussi, généralement, elle est en kyphose. Parfois, elle peut être en scoliose ou bien en torticolis. Donc, de là découle la déformation douloureuse. Cette déformation douloureuse, elle est, comme son nom l'indique, il y a douleur. Donc, la douleur, elle peut être spontanée au mouvement ou bien à la pression. C'est ce qui constitue le syndrome rachidien. Le syndrome lésionnel traduit la souffrance du métamère d'origine radiculaire. Donc, il traduit la souffrance de la racine qui va sortir. Donc, il nous donne le niveau de la compression. Donc, c'est une douleur radiculaire typique. Elle est fixe, tenace, de topographie métamérique. Elle peut être impulsive à la toux ou à la défécation. Elle peut être associée à un déficit moteur neurogène radiculaire. Enfin, le syndrome sous-lésionnel, il traduit la souffrance des voies ascendantes et descendantes, donc tout ce qui est sous la lésion. Donc, quand il y a une atteinte de la motricité, on a un syndrome pyramidal qui est constitué de claudication intermittente, de paraparésie, de tétraparésie. De troubles sensitifs, à type de syndrome cordonal postérieur, bilatéral ou unilatéral, ça dépend, et avec un niveau sensitif à bord supérieur net. Donc, c'est quoi ça, un bord supérieur net? Ça veut dire qu'à un certain moment, vous n'avez pas de sensibilité. Si on part du bas vers le haut, des pieds vers la tête, vous n'avez pas de sensibilité. Le patient ne ressent rien à la stimulation douloureuse. Et à un certain moment, il va ressentir la douleur. Donc, on peut déterminer comme ça le niveau, le bord supérieur de la lésion. Aussi, il y a les troubles génito-sphinctériens, à type de rétention vésicale, d'incontinence. Généralement, c'est ça. Donc ici, vous avez un schéma qui va vous montrer un peu les différents réflexes et chaque réflexe, les racines qui correspondent. Donc, si vous avez une abolition des réflexes, ça veut dire ou bien une exagération des réflexes. Donc, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un syndrome lésionnel ou d'un syndrome sous-lésionnel, ça nous permet de déterminer le niveau de l'atteinte. Ici, sur cette courbe, on appelle ça une courbe de Guillot. Cette courbe de Guillot nous permet de déterminer ou bien nous montre l'évolution du tonus et des réflexes au cours de l'évolution de la compression médulaire.
Donc, au début, vous voyez que la motricité est normale, la sensibilité est normale, ils sont à un niveau élevé, et les réflexes et le tonus sont normaux à un niveau moyen, ce qui est normal. Au fur et à mesure que la lésion va évoluer, les réflexes et le tonus vont augmenter. Donc, un tonus plus important et un réflexe plus vif. Et en parallèle, vous avez une diminution de la motricité, ça veut dire de la force musculaire et de la sensibilité. Et on parle de phase spasmodique parce que le tonus est en train d'augmenter. À un certain moment, vous avez une phase de plateau. Donc, à cette phase-là, le tonus ne va pas augmenter, ne peut plus augmenter plus qu'il en est. Donc, on parle de parésie hyperspasmodique. C'est le top. Après, vous avez une plégie flascospasmodique. Donc, ça veut dire que le tonus va encore diminuer et la force va évoluer comme la force musculaire et la sensibilité. Les deux vont diminuer jusqu'à la fin où on ne va plus avoir ni tonus ni force musculaire. C'est la phase flasque, une plégie flasque. Donc, plus tôt on va intervenir au cours de la courbe, meilleur sera le pronostic. Donc, si on intervient au début ou à la phase spastique, là, on a les plus grandes chances de réussite et de récupération. Si on intervient à la phase flasque, même si on opère, même si on traite, généralement, il y a plus de les chances de récupération sont minimes et très diminuées. Les examens complémentaires. Donc, on commence du plus simple au plus complexe. Une radiographie simple du rachis, face et profil. Elle peut nous orienter vers la lésion avec une disparition d'une vertèbre, d'une épineuse ou bien une déformation. Généralement, l'examen de choix pour les compressions médulaires, c'est l'IRM. Donc, avec des séquences pondérées T1, T2, avec injection et en association surtout qui associe surtout les trois incidences, sagittale, coronale et axiale. Donc, je vois une question ici à propos du syndrome sous-lésionnel et une deuxième sur le mot spastique et spasmodique. Ça veut dire la même chose. Non. Donc, je vais répondre d'abord. Je vais revenir un peu pour le syndrome sous-lésionnel. Une seconde. Donc, syndrome sous-lésionnel. Donc, je vais répéter encore. Donc, le syndrome sous-lésionnel traduit une atteinte des voies ascendantes. Je vous ai parlé au début des voies ascendantes. Là, ici, les voies ascendantes de sensibilité, de motricité. Donc, quand il y a l'interruption de ces voies-là, donc au niveau de la lésion, donc ça traduit une atteinte de ces voies. Donc, ils vont être interrompus. Du coup, si ces voies sont interrompues, on va avoir une atteinte de la motricité quand il s'agit de la voie ascendante, plutôt descendante, motrice, et de la sensibilité pour la voie ascendante. Donc, pour la motricité, c'est un syndrome pyramidal avec une abolition, une paraparésie ou peut-être aparésie, ça dépend. Les réflexes sont vifs, augmentation du tonus, c'est caractéristique du syndrome pyramidal. Et pour les troubles sensitifs, syndrome coordonal postérieur. Et les troubles génitosphinctériens. Là, c'est tout ce qu'il y a dans le syndrome lésionnel. L'explication physiologique est due à l'interruption des voies, pas vraiment à la lésion elle-même, c'est juste l'interruption des voies. Concernant la deuxième question qui veut dire spasmodique ou spastique, je dirais plus spastique. C'est spastique, parce que ce n'est pas des spasmes. Spasmodique, ça veut dire des spasmes. On parle de voies spastiques. Donc, je vais peut-être qu'il y a une... Ici, c'est marqué spasmodique. Ouais, mais peut-être que c'est une appellation. Je n'ai pas fait attention. Mais le plus juste, c'est spastique. D'accord? Donc, je continue. Donc, c'est très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on y répond au fur et à mesure. Donc, j'ai dit pour les examens complémentaires, vous avez euh, la radiographie, on en a parlé, l'IRM, donc c'est l'examen de choix parce que ça nous permet ça permet de montrer les images comme elles sont en réalité. Donc, c'est des images anatomiques. Donc, c'est le meilleur examen.
Ça nous permet de déterminer exactement où se situe la lésion. Après, on va voir après pour tout ce qui est, tout ce qui est euh, origine de la lésion. Donc, elle peut être endomédulaire, extramédulaire, extradurale. L'IRM, c'est le meilleur examen. Donc, je vous ai dit aussi, parce qu'il y a trois incidences, en sagittale et en axiale et en coronale. Donc, ça nous permet de voir la lésion en 3D. Après, vous avez le scanner rachidien. Le scanner rachidien est aussi utile parce qu'il a une meilleure sensibilité pour tout ce qui est osseux. Donc, les lésions osseuses, elles sont mieux visualisées au niveau du scanner. Les lésions, tout ce qui est parenchymateux et, et tissulaire, c'est mieux pour l'IRM, mais tout ce qui est osseux, le scanner, c'est mieux. Aussi, on peut demander d'autres examens. L'EMG, c'est l'électromyogramme qui nous permet de voir la fonction musculaire. PES, c'est le potentiel évoqué sensitif. L'EMG, ça explore tout ce qui est périphérique, donc le muscle et le nerf. Et le PES, ça explore tout ce qui est central. Donc, c'est la moelle proprement dit. Le diagnostic étiologique, quand je vous ai parlé tout à l'heure sur l'IRM, donc, ça nous permet de voir exactement d'où vient la lésion. Et de ce fait, on distingue trois zones principales. Tout ce qui est cause extradurale, ça veut dire c'est à l'extérieur de la dure mère. La dure mère n'est pas envahie. Et là, il s'agit de myélopathie cervicarthrosique, d'épidurite métastatique infectieuse ou tumorale, d'hernie discale, dorsale ou cervicale, et d'hématomes épiduraux. Les causes intradurales et extramédulaires, ça veut dire que c'est à l'intérieur de la dure mère, mais à l'extérieur de la moelle. C'est entre les deux. Il s'agit souvent de méningiome, de nérinome ou de kyste arachnoïdien post-méningique. Là, je n'ai pas mentionné kyste. Après, vous avez les causes intramédulaires. Donc, c'est là au niveau de la moelle, à l'intérieur de la moelle. Et donc, il s'agit de tumeurs à type d'astrocytome, épendymome, de syringomyélie, cavité syringomyélique, ça veut dire que c'est du liquide qui se trouve à l'intérieur, ou de malformation vasculaire à type de cavernome ou de fistule. Là, je vous ai montré une imagerie d'IRM en coupe sagittale qui nous montre une myélopathie cervicarthrosique. Ça veut dire que c'est la moelle qui est comprimée par un remaniement arthrosique et principalement arthrosique. Donc, ici, c'est discal. Donc, vous voyez le disque des hernies discales, une double hernie discale en avant et en arrière, vous avez une réaction ostéophytique, donc qui comprime la moelle. La moelle, elle est comprimée, elle est prise en tenaille au milieu, et donc ça explique la compression et les signes qui vont en découler. Ici, c'est une compression qui est cervicale, donc vous allez avoir des lésions dans le syndrome rachidien. Bon, on a dit torticolis peut-être, une douleur provoquée. Un syndrome lésionnel qui va être fait d'une névralgie cervico-brachiale et un syndrome sous-lésionnel qui va être fait d'un syndrome pyramidal avec une majoration des réflexes, avec un trouble sphinctérien, des troubles de la marche. Ça, c'est un exemple qu'on peut avoir. Là, il s'agit d'une épidurite infectieuse. Elle est là, l'épidurite. Elle est là, elle est ici. Donc, c'est une coulée de pus. Donc, l'épidurite, c'est du pus. Donc, c'est une réaction infectieuse. Ici, elle est liée au staphylocoque doré. C'est comme un abcès et qui vient comprimer la moelle sur plusieurs niveaux. Là, il s'agit d'une épidurite métastatique. Avant, c'était une épidurite infectieuse. Là, une épidurite métastatique. C'est un peu pareil. Donc, ça vient de l'os et ça vient comprimer la moelle. Là, il s'agit d'un neurinome. Le neurinome est ici, à ce niveau. Il est au niveau du trou occipital, de la jonction entre la moelle, le bulbe et le pont. Donc, vous voyez ici le méningiome qui sort à travers le trou de conjugaison, qui envahit la dure mère et qui vient comprimer la moelle. La moelle n'est pas envahie, mais c'est juste qu'elle est comprimée. Donc, c'est une lésion intradurale extramédulaire. Je vois une question. Est-ce qu'une fracture du rachis peut entraîner
indirectement une compression de la moelle. Bon, les fractures, ça rentre pas dans le cadre du cours des compressions médulaires, parce que là, on parle de compression médulaire lente. Mais, effectivement, une fracture du rachis, quand elle est instable, elle peut comprimer la moelle et entraîner des signes neurologiques. Je continue. Ici, il s'agit d'un méningiome. Avant, c'était un neurinome. Donc, il prend naissance au niveau de la racine. Là, il s'agit d'un méningiome. Méningiome, ça prend naissance au niveau des méninges. Pareil, c'est une lésion qui se développe aux dépens de la durmeur, mais qui comprime juste la moelle. Généralement, ces lésions ont un bon pronostic. On arrive à faire une exérèse totale et tout rentre dans l'ordre. Bien sûr, il faut opérer rapidement, ne pas laisser le patient évoluer vers le stade de flasque. Là, il s'agit d'une lésion intramédulaire. Donc, on voit bien sur le schéma la moelle, et à l'intérieur de la moelle, il y a la tumeur. Ici, on voit la moelle, et en hypersignal, on voit la tumeur. Ici, pareil. Donc, c'est une moelle qui est augmentée de taille, on parle de grosse moelle. Ici, on est obligé d'ouvrir la moelle en deux et enlever la tumeur. Le pronostic dépend du type de lésion. Il peut s'agir d'une lésion gliale et généralement le pronostic est mauvais. Parfois, ou le plus souvent, c'est un épendymome, donc il se développe à partir des épendymocytes et le pronostic est bon. Là, c'est un exemple de syringomyélie. Vous voyez en hyposignal à l'intérieur de la moelle, il y a une cavité syringomyélique. Diagnostic différentiel d'une compression médulaire. Quand il s'agit d'une atteinte d'une installation chronique, et c'est le plus souvent le cas des compressions médulaires, il faut faire la part des choses entre une sclérose latérale amyotrophique, une sclérose combinée de la moelle, une sclérose en plaques. Généralement, l'imagerie nous permet de faire le diagnostic. Quand on fait une IRM et on voit des lésions typiques d'une compression médulaire, ça nous permet d'éliminer les autres lésions. Quand il s'agit d'une installation aiguë ou subaiguë, là, le problème se pose avec toutes les lésions vasculaires. Est-ce qu'il s'agit d'un infarctus médulaire ou bien une polyradiculonévrite aiguë? Le traitement. Donc, le traitement est chirurgical. Il nous permet le but du traitement, premièrement, établir un diagnostic étiologique précis, parce que peu importe l'évolution, ou plutôt l'évolution de l'imagerie, on ne peut jamais être sûr à 100%. Il n'y a que le visu qui nous permet, et le fait d'ouvrir et de voir, c'est là où on est sûr à 100%, et aussi de faire un diagnostic étiologique sur le plan histologique. Donc, on va analyser et on va voir, par exemple, s'il s'agit d'un méningiome ou s'il s'agit d'un neurinome. Il n'y a que l'histologie qui nous permet de confirmer ça. Il nous permet aussi de décomprimer la moelle. Comme on décomprime la moelle, donc les influx nerveux vont, et plus surtout tout ce qui est vascularisation de la moelle, vont se faire d'une meilleure façon. Donc, ça donne une récupération. Réaliser l'exérèse de la lésion de la façon la plus complète possible et compléter le geste par une ostéosynthèse rachidienne si la solidité de la colonne vertébrale est en cause. Ça veut dire que si, par exemple, la lésion se développe aux dépens de l'os et on est obligé d'enlever cet os, la moelle va être fragile et elle va être instable. Du coup, on va faire une ostéosynthèse. Ça veut dire qu'on va mettre des vis et des tiges en titane qui vont nous permettre d'avoir une solidité et une rigidité de la moelle. On peut aussi donner un traitement médical, donc des antalgiques pour diminuer la douleur. Les antibiotiques, généralement, on les donne dans tout ce qui est infectieux et principalement des origines tuberculeuses. Là, le traitement antibiotique est très efficace. Les corticoïdes pour diminuer un peu l'œdème et la chimiothérapie quand il s'agit de lésions cancéreuses. Traitement complémentaire avec de la radiothérapie et de la rééducation. Donc, en conclusion, la compression médulaire est une urgence diagnostique et thérapeutique.
Elle met en jeu le pronostic fonctionnel du patient et les étiologies, on en a parlé. Donc, il s'agit d'étiologies principalement tumorales, qui peuvent être aussi dégénératives, mais généralement dans notre pratique, c'est tumoral premier lieu, deuxièmement dégénératif, troisièmement infectieux. L'état neurologique du patient est important, d'où l'intérêt d'un examen clinique soigné qui nous permet premièrement de voir à quel stade on en est, quel est et de pouvoir prédire l'évolution du patient et de voir comment il évolue. La précocité thérapeutique, c'est un élément très important dans la qualité de la prise en charge du patient. Donc, merci tout le monde pour votre attention. Donc là, on va passer à une séance de questions, s'il y en a. Une seconde. Donc, le fait d'ouvrir la moelle, ça ne risque pas de laisser des séquelles vu que les cellules ne se régénèrent pas. C'est vrai que les cellules ne se régénèrent pas. Nous, quand on ouvre la moelle, on a des techniques et on essaye d'ouvrir à des endroits particuliers. On n'ouvre pas n'importe où. Donc, ça permet de limiter le risque, sachant qu'il y a toujours un risque, mais on le limite. Donc, question. La courbe apparemment qui n'a pas été comprise. À quelle heure deuxième cours? On termine d'abord ce cours et on parle du deuxième. Donc, syndrome sous-lésionnel sont réversibles. Toutes les lésions sont réversibles à condition de les faire le plus tôt possible. Si on est au stade final, bah, c'est clair que ce sera pas, le pourcentage de réussite va être limité. Il y aura de moins en moins de, de chances de récupération. La courbe de Guillot. Donc, apparemment, vous ne l'avez pas compris. Donc, c'est simple. Au début, vous avez motricité et une sensibilité qui sont normaux et des réflexes tonus pareils, normaux. Au fur et à mesure que la lésion va provoquer des dégâts, la motricité et la sensibilité vont diminuer. Elles vont diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à disparaître. Donc, au début, la motricité était à 5 cinquièmes et après, elle devient à 1. Le tonus, en parallèle, il va augmenter. Donc, au début, en tonus normal, donc le tonus va être, le patient va être de plus en plus hypertone et les réflexes vont être de plus en plus vifs. Jusqu'à arriver au maximum, ils vont rester comme ça pendant quelques jours et après, ils vont diminuer. Aussi, ils vont disparaître. Donc, il y aura plus, à un certain moment, vous n'allez plus avoir ni tonus ni réflexie. Donc, si vous faites vous essayez de voir les réflexes, vous allez avoir aucune réaction. Si vous n'avez pas de réaction, vous n'avez pas de tonus, pas de sensibilité, pas de motricité, là, on parle de stade flasque. Et ce stade, c'est le stade final. À ce stade, il n'y a rien à en tirer. D'accord? Donc, voilà l'interprétation de la courbe. Donc, le syndrome célégien, c'est bon, on en a parlé. Le deuxième cours, je ne sais pas si on peut le faire maintenant si vous voulez. On enchaîne directement le deuxième cours. Oui, il y a quelqu'un qui a dit oui. Encore un autre oui et on le fait. Parfait, très bien. Donc, c'est bon, c'est OK. Donc, on va faire, je vais faire le deuxième cours, une seconde. Donc, on différence entre une lésion de la moelle et une lésion des méninges sur une IRM. C'est pas possible de faire la différence sur l'IRM. Il faut être vraiment expérimenté. Mais généralement, on a juste des diagnostics de présomption. C'est tout. Les réflexes qui augmentent, c'est par rapport avec le syndrome pyramidal. Oui, c'est pas par rapport au syndrome. Si c'est un syndrome pyramidal. Dans le syndrome pyramidal, les réflexes augmentent et ils évoluent, les réflexes. Ils ne sont pas forcément tout le temps augmentés. Donc, si vous êtes au début du syndrome pyramidal, si vous êtes au niveau du syndrome non, j'ai une tac, tac, tac. Si vous êtes au début du syndrome pyramidal, donc les réflexes vont être vifs et à la fin, ils vont disparaître. D'accord? Donc là, je vais fermer cette session. Apparemment, il me dit qu'il reste 10 minutes. Donc, je vais la fermer et réouvrir une autre session. Comme ça, on va enchaîner le deuxième cours. À tout de suite.